J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans cette nouvelle aventure de votre émission Débat 24+. Tout de suite, on entre dans le bain de notre émission. Maître de la vie et de la mort, c'est le titre d'une pièce de théâtre transformée en ouvrage de 98 pages, rédigé par Alphonse Kalonji Tshikalantumba, écrivain de la République démocratique du Congo. Dans cet ouvrage, l'auteur nous présente une république qu'il qualifie de la boulimie, dans laquelle pratiquement il n'y a pas d'espace et de place pour un autre discours que l'encensement du parti-État avec à sa tête celui qu'il qualifie de tous les mots. Il commence par les guides éclairés ou les timoniers. Dans cette pièce, l'auteur dénonce comment un peuple dénonce la tyrannie dont il est victime, réclame sa liberté et ne se laisse pas intimider par la force. Sans porter les gants, cette histoire ressemble véritablement à celle du feu maréchal Mobutu, ancien président de la République d'Isaïr. Face aux enjeux de la sous-région et à l'offensive, j'y arrive, lancée fin octobre par le rebelle du M23 et la riposte de l'armée congolaise, la question principale de notre émission est que prévoient les droits internationaux en pareille circonstance, que serait l'apport des organisations internationales. Qui sont ces rebelles de M23 ? Quel est le lien avec le Rwanda de Paul Kagame? Voilà, mesdames et messieurs, le contenu de notre émission. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau l'auteur, l'écrivain, M. Alphonse Kalonji Tshikalantumba, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup, Henri. C'est à moi de te remercier de m'avoir offert cette opportunité de venir parler de mon livre avec vos téléspectateurs. Aujourd'hui, en termes de présentation, qu'est-ce que nous pouvons retenir de M. Alphonse Kalonji Tshikalantumba sur le plateau de C24+? Troisième garçon d'une famille de 11, dont 4 filles. J'ai vu le jour il y a 68 ans à Kolwezi. J'ai fait mes études primaires, secondaires à Kolwezi. Donc, je suis diplômé d'État de la section littéraire philo-latin du collège Jean 23 de Kolwezi. Je suis gradué en sciences sociales, option administration rurale de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu et j'ai une licence en développement rural de la même institution. Très bien. Et j'ai travaillé dans différentes organisations, Oxfam Bandundu, j'ai travaillé au BICE, Bureau international catholique de l'enfance. J'ai travaillé à l'UNICEF comme administrateur protection de l'enfant. J'ai travaillé chez World Child comme chef de bureau intérimaire et officier de protection de l'enfant. Chez Civipol comme coordonnateur opérationnel dans le projet de rattrapage d'enrichissement des naissances à Kananga. Et je viens de terminer une consultance au niveau de l'UNFPA en tant que spécialiste en charge de la redevabilité. Voilà ce que je suis. Un CV long comme les bras, comme on le dit souvent. Mais aussi, vous travaillez pour les groupes CID. Oui, je suis le coordonnateur provincial de la plateforme Groupe Solidarité, donc CID, Groupe Solidarité pour le Kasaï central. C'est un groupe de bénévoles qui travaille dans l'investissement du capital humain, qui a été créé, comme tu l'as dit, par Michel Mouvoudi. C'est une plateforme de mise en réseau, en relation
une plateforme qui investit beaucoup dans le capital humain et à travers différents programmes intelligents collaboratifs. J'ai encore les définitions de ces concepts aussi de compétences, intelligence, développement, expertise, si je ne me trompe pas. Oui, c'est cela. Dans l'avant-propos de votre pièce, il y a cette pensée de Benjamin Constant qui dit « Toutes les fois que les gouvernements prétendent faire nos affaires, ils les font plus mal et plus dispensieusement que nous. » Est-ce que cette pensée, cette phrase vous inspire? Oui. Je voudrais d'abord revenir peut-être à la genèse de ce livre. Très bien. Donc, j'ai 23 ans, je passe mon stage de fin d'études à la division de la promotion sociale à Kolwezi et j'assiste à une représentation d'une pièce de théâtre, Moins homme, de Tchèque Fita, qui n'est plus à présenter. C'est un grand écrivain congolais et j'accompagne la troupe à travers les différentes cités de la Gécamine Kolwezi et là, il y a quelque chose qui se déclenche dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi je n'écrirai pas non plus? D'autant plus que bon, j'ai eu à jouer plusieurs pièces de théâtre et puis j'ai dit, je vais écrire. Mais écrire sur quoi? Très bien. Et à ce moment-là, nous sommes en 1978. La République du Zaïre était à ce moment-là un État très respecté, mais où on commençait déjà à constater certaines dérives autoritaires de la part de ceux qui gouvernaient le pays. Et je me dis, mais pourquoi je n'écrirais pas? Mais comme on était à une époque où il n'y avait pas de place pour la contestation, très bien, je me suis dit, bon, je vais écrire une pièce imaginaire dans un pays imaginaire que j'ai qualifié de boulimie. La boulimie, la République de la boulimie. Oui, mais on va en parler. Tu vas peut-être me demander pourquoi la boulimie. Bon, la boulimie, c'est une faim dont on ne se rassasie pas. Très bien. Et à ce moment-là, je me dis que le peuple aussi a soif de liberté, afin de voir ses conditions s'améliorer davantage. On est à cette époque-là dans un pays qui produit du cuivre, et je crois que le cours du cuivre était très intéressant, mais curieusement, on se rend compte que le peuple ne jouit pas des bénéfices de la vente de ce cuivre-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est à la base de ça? Et en essayant de pousser l'analyse plus loin, je me dis, et les gouvernants et nous, les peuples, nous sommes tous responsables de cette situation, mais il ne faudrait pas que ça continue. C'est pour cela que j'ai pensé à écrire ce livre. Cela nous permet de vous poser une deuxième question au titre, bien sûr, Maître de la vie et de la mort. J'ai envie de dire, quel mystère entoure cette pièce, Maître de la vie et de la mort? Pourquoi Maître de la vie et de la mort? Oui. On a compris boulimie, on a compris. Très bonne question, mais au début, j'ai pensé à seul maître après Dieu. Et puis, je me suis dit, seul maître après Dieu ne sonne pas bien. Mais c'est aussi attrayant. Oui, c'est attrayant, mais Maître de la vie et de la mort, c'est un titre qui essaie de pouvoir contextualiser la situation de l'époque. Parce qu'on a affaire à des autorités qui se prennent pour des demi-dieux. Et celui qui préside aux destinées du pays se considère comme étant l'envoyé de Dieu sur terre. On va l'affubler de beaucoup d'appellations, le guide éclairé, le timonier. Et dans comment on peut dire, on est en train de l'encenser. Dans l'encensement de ce dirigeant-là, il se prend pour Dieu, et à telle enseigne qu'il n'hésite pas de qualifier ses collaborateurs, les ministres, comme étant ses propres créatures. Et les ministres pensent que c'est à lui qu'ils doivent leur existence. En fait, on peut le comprendre aussi de cette façon-là, parce que bon, on vous a tiré du néant. En termes de rélévabilité. Oui, et à ce moment-là, bon, on se dit, bon, on lui doit tout. C'est comme ça que le titre de Maître de la vie et de la mort correspond très bien au contexte de l'époque. Très intéressant. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24+. Cette fois-ci, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur Alphonse Kalonji. Il est écrivain, il est l'auteur de cet ouvrage très intéressant que je vous recommande, Maître de la vie et de la mort. Au début du livre, vous parlez de la République de la boulimie, nous avons compris. Mais vous parlez aussi de la République bananière. Oui, c'est vrai que dans la plupart des pays, on assiste pratiquement à des systèmes politiques qui sont entre la monarchie et la démocratie. À telle enseigne qu'il n'y a pas... si on dit qu'on est en face
à des monarchies démocratiques, on n'a pas tort. Ouais. Pourquoi? Parce que ceux qui président aux destinées des pays sont pratiquement des monarques, même si ils sont dans des dans la peau. États qu'on appelle États libres ou démocratiques, mais en réalité, ce sont des monarques parce qu'on leur doit tout et eux ne doivent rien au peuple. À ce moment-là, comme on leur doit tout, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'aliéner le patrimoine de l'État, ils peuvent dilapider les deniers de l'État, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais rien ne pourra déranger leur marche vers l'enrichissement. Pourquoi? Parce que les lois qui ont été édictées, élaborées, ce sont des lois qui sont élaborées à la mesure des personnes, alors qu'il faudrait qu'on ait des lois impersonnelles. Ouais. Alors, ils sont protégés par ces lois-là, à telle enseigne que même lorsque ils vont quitter la gestion des affaires, de l'affaire publique, ils ne peuvent pas être poursuivis parce que, bon, ils sont en quelque sorte irresponsables des actes qu'ils ont posés pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais dans un tel climat, comment voulez-vous qu'on atteigne le développement? Comment voulez-vous que les peuples puissent voir leurs droits garantis, etc. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas hésité à appeler ça des républiques bananières où il n'y a pas de loi, où c'est la loi du plus fort, alors qu'on devrait considérer tout citoyen comme étant redevable devant l'État, redevable devant ce qu'il fait, etc. Donc, c'est des républiques dans lesquelles les autorités ne sont pas du tout redevables envers le peuple. Oh, très bien. Donc, je vous pose cette question, je voudrais que la réponse vienne de vous. Dans cette république que vous qualifiez de la boulimie, vous faites savoir que le peuple réclame la liberté et dénonce la tyrannie. Et voici ma question, quelle est la cible de cette pièce et pourquoi? La cible, c'est tout le monde. Ouais, c'est pas Mobutu. Non, je peux expliquer ça. Très bien. Donc, cette pièce que j'ai écrite à l'époque, c'est une pièce que je veux pédagogique. Très bien. Et je crois que les événements auxquels nous sommes en train d'assister pour le moment à travers le continent prouvent à suffisance que c'est une pièce qui devrait servir de matériaux pour pouvoir... Avec tous les coups d'État dans moins de 3 ans, 5 coups d'État en Afrique. Pour pouvoir assurer une éducation civique et politique aux citoyens. D'abord, les citoyens, ils sont tellement chosifiés, paupérisés, qu'à telle enseigne qu'ils pensent qu'ils doivent se complaire dans la situation dans laquelle ils vivent. Je donne un exemple. Nous sommes un pays immensément riche. La boulimie c'est un pays immensément riche, qui regorge de matières premières, que ce soit dans le cadre du sous-sol, de la nature, etc. Donc c'est un pays qui a été pourvu, nanti en tout par Dieu. À telle enseigne que, je vais te donner peut-être une anecdote, quelqu'un a dit que le jour où Dieu est arrivé en boulimie, Dieu s'est endormi. Pourquoi? À telle enseigne que, bon, il était fatigué, mais en s'endormant, il était en train de tout leur donner. Il leur a donné tous les minéraux stratégiques, il leur a donné la faune, la flore. Mais l'ange Gabriel est venu lui dire, mais mon Dieu, vous vous êtes endormi, mais vous êtes en train de tout leur donner. Il a dit, ne t'en fais pas, mais je sais quel type d'homme je mettais dans ce pays. Mais ça, c'est pour rire, mais... C'est pas possible. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons des autorités qui viennent à la tête du pays, mais qui ne sont pas animées par la volonté de servir. Très bien. Leur première volonté, c'est se servir. Et quand on dit se servir, c'est vraiment se servir. Au vrai sens du terme. Oui, c'est-à-dire qu'il faut commencer à dilapider les deniers de l'État. Il faut s'aliéner le patrimoine de l'État, à telle enseigne on a des personnes qui sont beaucoup plus riches que l'État lui-même. Et lorsque l'État est beaucoup plus riche, lorsque plutôt les individus sont beaucoup plus riches, ils influencent même l'action du gouvernement. Parce qu'ils ont tout. Et à ce moment-là, nous, le peuple, nous sommes chosifiés, mais nous sommes facilement manipulés et manipulables à souhait par ces gens-là. Nous les encensons, nous les appelons autorités morales,
Et nous pensons que sans eux, nous ne pouvons rien. Nous vivons dans la boulimie où il n'y a pas de plan de développement, où on a commencé à fonctionner avec des slogans. Objectif ceci. Donc à l'époque c'est objectif 80, c'est Mutuna Mutua Bongisa. Mais en réalité, dans tout ça, c'est que ceux qui sont au pouvoir essaient de profiter de la naïveté et de l'inconscience du peuple pour pouvoir faire ce qu'elles veulent. Et à la longue, la population tellement appauvrie, elle est à la merci de ces gens-là qui peuvent venir maintenant faire des dons. Et ça rentre dans la donacratie. Donc un système politique qui consiste à assurer des dons, alors qu'on devrait inscrire cela dans des plans de développement. Et comme on n'est pas redevable. Voilà. C'est la fouteuse. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24. En plus, nous sommes sur ce plateau avec l'écrivain Alphonse Kalonji Chikalantumba, récemment auteur d'une pièce de théâtre transformée en livre intitulé Maître de la vie et de la mort. Monsieur Alphonse, face au règne de la terreur, au refus de la contestation, vous estimez avoir trouvé une consolation dans l'écriture de cette pièce dramatique. Comment expliquez-vous cette réalité? Je me posais beaucoup de questions à l'époque. Parce que je me rappelle, au moment où j'écris la pièce, j'ai 23 ans, je suis déjà un adulte. Donc j'ai la capacité de réfléchir, j'ai la capacité d'analyser les choses. Je regarde ceux qui sont en train de travailler, ils gagnent un salaire qui est dérisoire, qui ne peut pas leur permettre non seulement de subvenir aux besoins vitaux de leur famille, mais d'assurer aussi d'autres besoins essentiels, comme la scolarité de leurs enfants, comme l'accès aux soins médicaux, etc. Et je commence à me poser des questions. Mais cette situation va perdurer jusqu'à quand? Mais dans l'entretemps, on se rend compte qu'au sein des populations, il y a quelques personnes qui commencent à réfléchir autrement pour dire que la situation ne devrait plus continuer comme telle, il faut que ça change. Mais pour que ça change, il faut commencer par un éveil de conscience. Éveiller la conscience pour faire voir aux gens que c'est nous qui devrions en principe amener les autorités à pouvoir changer, à travailler selon à considérer nos besoins, nos préoccupations, nos attentes, etc. Mais pour y arriver, il faut que nous puissions avoir des représentants qui soient capables de se mettre dans la ligne de la population. Mais on se rend compte que ceux qui sont qui nous représentent au Parlement sont là pour justement travailler pour leur ventre. Très bien. Parce que, tu vois, le problème c'est que ceux qui sont au pouvoir dans les différentes institutions, leur objectif c'est de se mettre en sécurité d'abord eux-mêmes. Tout à fait. Créer un système qui les sécurise. À telle enseigne qu'à cette époque-là, on se retrouve avec 300 familles qui profitent pratiquement de toutes les richesses du pays. Et à telle enseigne que lorsqu'il y a des changements dans la direction des affaires du pays, on se rend compte qu'on fait toujours appel aux mêmes personnes. Mais les autres, là, quand est-ce qu'ils pourront aussi un jour apporter leur expertise parce qu'ils peuvent contribuer au changement dans ce pays-là? Alors, je commence à réfléchir, je me dis, bon, il faut que je puisse dénoncer cela. Mais, en écrivant. Mais à l'époque, c'est déjà très compliqué parce qu'on n'accepte pas une autre opinion, on n'accepte pas unique. Un autre son de cloche, c'est discours unique. Et en même temps, c'est chanter la gloire du timonier, du maître éclairé, du guide éclairé, à telle enseigne que on dirait que tout le monde est anesthésié, tout le monde a peur. C'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, moi je vais écrire parce que j'ai constaté qu'il y a quand même des personnes qui ont pris conscience que les choses ne peuvent pas continuer, il faut dénoncer. Au prix de leur vie, même s'ils sont arrêtés, ils se disent, bon, on s'en fout, mais on voudrait quand même se libérer du joug du dictateur. C'est à ce moment-là que j'écris, mais j'emporte même mon manuscrit à Idiofa parce qu'à l'époque,
tout le monde était membre du parti État. Ouais, parti unique. Même quand vous êtes dans le ventre de votre le, mère. le sein maternel, vous faites partie du parti État. À ce moment-là, j'emporte mon manuscrit à Idiofa, chez celui qui était le représentant de la sécurité. Je crois que c'était Mkouba Saïdi. Je lui remets parce que nous étions partis attendre le maréchal du Zaïre qui venait en mission à Idiofa et moi je faisais partie de la JMP ouvrière de l'ISR Mbeo. Je lui ai remis ma pièce pour dire mais vieux, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil. Le lendemain, il vient et me dit petit, j'ai lu ta pièce, je te la remets parce que tu es mon jeune frère. Prends ton manuscrit, mets ça dans la valise, ouais. attends que le maréchal ne sera pas. J'ai dit, mais quelle est la relation qu'il y a entre le maréchal et ma les pièce, écrits? ouais. Il dit, mais tout ce que tu décris, c'est tout ce que nous vivons. Moi, j'ai dit, quoi, par exemple? Il dit, par exemple, tu stigmatises le fait que les hommes politiques sont devenus des affairistes. Ouais. Tu stigmatises le fait qu'il y a le trafic de l'uranium et que l'argent de la vente de cet uranium ne profite pas au peuple. Tu dénonces le fait que le chômage a pris de l'ampleur et que dans un système comme celui-là, il n'y a plus de place qu'à la contestation. C'est quand même une réflexion osée. Oui. Vous affrontez Mobutu. Mais non, bon. Les grands maréchals. Moi, à ce moment, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, si cela est... C'est de l'espoir pour vous. J'ai pris la pièce, je l'ai mise dans ma valise et c'est en 1993 que je l'ai fait jouer à Kikwit. Et même quand l'Afdel est entré à Kikwit, j'ai fait jouer à 97. Ils m'ont dit que c'était leur histoire. Mais, tu vois, écrire, c'est bien. Mais lorsque tu écris et que la pièce n'est pas vulgarisée, c'est pas intéressant. C'est pour cela que je faisais jouer la pièce par une troupe, les kamikazes, mais là c'était dans un milieu un peu fermé, c'est à Kikwit. Mais il faudrait que la pièce soit jouée un peu partout. C'est pour cela que je rêve de voir cette pièce être jouée, être mise en scène comme dans un film, etc., Très bien. etc. Très bien. Lorsque nous lisons votre ouvrage, nous avons l'impression que vous vous adressez aux dirigeants. Vous l'avez affirmé. Je vous cite, dont le bien-être de leurs conditions demeure les cadres de leurs préoccupations. On a des dirigeants affairistes, des politiciens affairistes. Et pourtant, nous sommes à l'époque de, on dit, la démocratie venait à pas des tortues. Oui, mais je crois que les dirigeants sont les premières personnes qu'il faut vilipender, même si nous-mêmes, nous avons notre propre responsabilité là-dedans. Parce que nous avons sacrifié notre conscience à l'autel du ventre. Vous voyez. Mais c'est la conséquence d'une situation. Les autorités nous mettent dans cette situation-là où nous restons les éternels quémandeurs. Nous devenons comme des mendiants. C'est comme si les dons qu'ils nous donnent, ça vient du fond de leur cœur, alors que ça fait partie de l'argent qu'ils nous ont volé. Vous avez parlé de la donacratie, c'est ça? Oui, de la donacratie. Donc, et ça fait partie de l'argent qu'ils nous ont volé. Mais je crois qu'il est grand temps que le peuple se réveille pour dire aucun pays ne peut être dirigé par des responsables, par des personnalités qui ne prennent pas en compte les besoins de la population, qui ne prennent pas en compte les préoccupations. Je donne un exemple. Je vais prendre un exemple d'un milieu que je connais un peu mieux, c'est le Kasaï central. Très bien. Alors, quel est le problème? Nous sommes dans une ville administrative, mais en même temps, nous avons beaucoup de terres arables. Beaucoup d'espace. Oui. Je crois que il y a des producteurs. Pour le moment, chez nous, là, les 2,5 kg de maïs, actuellement, il semble que c'est 15 000 francs. Les prix ont galopé. Oui, ont galopé. Mais c'est 15 000 francs, pourquoi? Est-ce parce que les gens ne produisent pas? Est-ce parce que les gens ont produit et qu'il n'y a pas moyen de pouvoir évacuer les produits? Est-ce parce que les prix ne sont pas intéressants? Alors, il faut faire un examen, une analyse pour comprendre, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que désormais, on ne puisse pas arriver à des situations où, à certains moments, surtout pendant la période des soudures, où il n'y a plus de maïs, ou quand il y a du maïs, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, alors on se dit, on va construire les routes agricoles. Mais
on dit, on prend par exemple la route qui va venir de Moueka à Kananga. Parce que Moueka, c'est une zone Qui a beaucoup où on ravitaillé. produit. Ouais. C'est le grenier. Ouais. Louisa, c'est la même chose. Mais comment faire arriver les produits à Kananga s'il n'y a pas de route? Comment faire arriver le produit à Kananga si le chemin de fer n'est pas opérationnel? Alors, c'est autour des questions essentielles comme ça qu'on devait réfléchir pour dire, trouvons des réponses. Très bien. Mais est-ce que ça fait partie des préoccupations de l'autorité? Non. Et je crois que c'est fait à dessein pour que nous continuions toujours à dire nous avons telle autorité, etc., etc. Heureusement que les choses sont en train de changer Très bien. avec la prise de conscience de la jeunesse qui dit qu'elle doit maintenant être partie prenante de la gestion des affaires de ce pays. On espère qu'avec les élections qui vont venir, on aura un changement. Si seulement si, Ouais. il n'y a pas non plus tricherie, parce Ouais. que les jeunes se sont mobilisés. J'ose croire que ils vont être élus et qu'ils pourraient Apporter une nouvelle énergie, apporter une nouvelle énergie à la et gestion. une nouvelle façon de diriger. Durant le déroulement de la pièce, une voix off dit ceci, et ça, moi, ça m'intéresse. Liberté, égalité, fraternité. Le peuple en a marre. Est-ce les ras-le-bol du peuple en ces plans 21e siècle? Oui, le peuple en a marre. Quand le peuple en a marre, il décide d'agir. Ouais. Nous voyons dans la partie Est, avec les récentes manifestations, réclamant les départs de la MONUSCO. Bon, je ne voudrais Nous sommes pas, en plein 21e siècle. je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là. Très bien. Pour Je vous, éviter- je vous laisse les choix. Ouais. Mais je me dis, on est autorité, on est dirigeant parce qu'il y a le peuple. Tout à fait. Parce que si le peuple n'est pas là, il n'y aura pas de gouvernant. Mais est-ce que les gouvernants se rendent-ils compte du rôle, de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leurs concitoyens? Est-ce que les autorités se rendent-elles compte qu'elles ont pratiquement dévié des objectifs qu'elles se sont assignés? Pourquoi on ne cherche pas à avoir de plan de développement local pour que nous puissions responsabiliser davantage les communautés afin que nous ayons des plans qui peuvent permettre de pouvoir transformer nos différents milieux? C'est la raison pour laquelle ils avaient fait la décentralisation, non? Ils Ouais. ont dit que c'est pour rapprocher Territorial, ouais. les autorités de gouverner. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui a changé? Si les décisions sont toujours prises à un niveau supérieur, Ouais. si ceux qui sont au Parlement n'arrivent pas à voter des lois Qui intéressent, oui. qui favorisent la création des infrastructures, etc. Bon, heureusement que maintenant, avec les différents projets qu'on a vus, on peut déjà se dire que bon, c'est quelque chose, mais il faut aller au-delà de ça. Très Et il faut que ça s'inscrive dans un plan Très bien. global de développement. Très bien. Ne pas naviguer à vue. Dans cette pièce, vous affirmez que la solution aux problèmes sociaux d'un pays, comme vous venez de l'évoquer, ne se trouve pas dans l'usage des armes, mais la liberté ne s'obtient qu'au prix des sacrifices. Oui. Très philosophique. Vous savez, ça tombe mal. Hein? Ok. Notre entretien tombe mal parce que il arrive à un moment où on est en train d'assister à des coups d'État. Ouais. Et je ne voudrais pas dire que mon livre est en train de faire l'apologie du coup Coup d'État. d'État, non, loin de là. Alors, moi, je me dis que les autorités ne doivent pas être toujours orientées vers leur propre enrichissement. Les autorités doivent œuvrer pour le bien-être de la population. Et le bien-être de la population, c'est de dire peuple à Linguini. Ok. Comme il y a un musicien qui avait chanté peuple à Linguini. Je pense que Kofi Olomide, peuple aza kosenga nini na Le l'État. peuple veut que les enfants puissent aller à l'école. Déjà par rapport à cette préoccupation, depuis l'avènement du président actuel, on a senti qu'il y a la gratuité de l'enseignement qui a fait que plusieurs enfants qui étaient hors du circuit scolaire sont revenus. Mais en même temps, il faut qu'on améliore les conditions aussi d'apprentissage. Ouais. Parce que la gratuité a fait que plusieurs enfants sont venus, mais quelle est la qualité? Très bien. J'espère qu'on travaille aussi Sur sur ça. ça. Le peuple veut quoi? Le peuple veut que lorsque quelqu'un a détourné de l'argent, lorsque quelqu'un a
s'est aliéné le patrimoine de l'État, que cette personne-là soit jugée. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a plusieurs arrestations qui se font. Coup de chapeau. Mais en même temps, ces personnes qui sont arrêtées sont aussi vite libérées. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Pourquoi faire tant de tapage pour qu'à la fin, on libère les gens? Et on ne sait même pas si ces gens-là ont restitué les fonds. Le peuple veut que lorsque quelqu'un a volé et que cela est établi, il faut que la personne restitue l'argent et que la personne passe quand même un temps au NOUF pour pouvoir réfléchir sur ses actions et être rééduqué. Très bien. Le peuple veut, lorsqu'on est malade, qu'on puisse avoir la capacité d'accéder aux soins de santé. Dans certains milieux, il y a des gens qui meurent tout simplement parce que la personne n'a pas pu avoir de l'argent pour s'acheter une aspirine ou bien un produit quelconque. Le peuple veut ça. Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut que lorsque on a des enfants qui sont allés à l'école et qu'ils ont fini, qu'ils aient de l'emploi et qu'on accorde à tous les enfants les mêmes chances, l'égalité des chances. Ça veut dire quoi? On organise des concours et que les meilleurs soient retenus. Mais actuellement, on se rend compte que même quand on réalise des concours, il y a même des personnes qui n'ont pas passé le concours qui sont retenues. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que même au Parlement, on a des députés qui ne sont jamais fait candidats, mais qui ont été cooptés. Donc le peuple veut que ça change. Le peuple veut que quand on dit état de droit, que ça soit vraiment un état de droit, qu'il n'y ait pas de place à l'impunité et que tout le monde soit considéré comme égal. Nous sommes dans un pays où tout le monde veut faire de la politique. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte que c'est le créneau le plus facile où on peut s'enrichir et où on peut voler et puis ne pas être inquiété. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit il faut que les choses changent. Et ma pièce là, elle est quand même elle est très pédagogique. Elle est très intéressante. Elle est pédagogique parce que si on voit des acteurs jouer, on se rend compte que moi je ne dénonce pas seulement, mais en même temps, je prodigue des voies, des solutions. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la foule en furie face au maître de la vie et de la mort? Quel sort lui est réservé? Vous savez, quand un peuple est déchaîné, quels que soient les moyens qu'on peut utiliser, ce peuple va toujours avancer. Parce que le peuple se dit, quel que soit ce qui va nous arriver, il y en a qui vont peut-être mourir, c'est normal, mais ceux qui vont rester vont goûter aux délices de la lutte que nous avons menée. C'est comme ça que le peuple avance. Pourquoi le peuple s'est résolu d'avancer? Parce qu'ils ont plusieurs fois eu des concertations avec les responsables politiques qui ont promis de réaliser X, Y. Mais quand on regarde, toutes ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet. Alors c'est comme ça que le peuple décide d'aller. Mais malheureusement, pour ce peuple-là, il y a la garde prétorienne de maître de la vie et de la mort qui s'interpose, qui ne veut pas, qui veut empêcher. Mais le peuple fait voir à ses soldats que eux, leur sort n'est pas plus enviable que le sort du maître de la vie et de la mort. Non, du peuple. Du peuple, très bien. Parce qu'ils sont là, ils ne se font pas soigner, ils n'ont pas un bon solde. C'est comme ça qu'on appelle le salaire, rémunération. Alors, mais comme c'est des gens qui ont voué leur vie au maître de la vie et de la mort, ils veulent absolument le défendre. C'est comme ça que le peuple va foncer. Mais malheureusement, vous savez que lorsque le peuple fonce en main nue, il rencontre une résistance. Qu'est-ce que les militaires font? Ils obéissent à l'ordre de leur chef, ils tirent. C'est comme ça qu'il y a de nombreuses personnes qui ont péri. Mais malgré les morts, il y a toujours des militants qui se réveillent pour dire nous ne devons pas lâcher. C'est maintenant qu'il faut pousser. C'est ça même l'opportunité pour moi de poser la question. Qu'en est-il de la population qui chasse le maître de la vie et de la mort? Devient-elle indépendante? Cette population qui a chassé le maître de la vie et de la mort, il a condamné à un exil interne. Très bien. Pour que lui-même comprenne quelle est la souffrance que ce peuple a endurée. Ah bon? Sérieux? Oui. Pour que lui comprenne. Lui,
le maître de la vie, maître de la vie et de la mort comprenne. Mais c'était sans penser que maître de la vie et de la mort pourrait bénéficier de l'aide, de l'appui de ceux qu'il a créés, pratiquement les membres de nombreuses familles. C'est ce qui fait qu'il va être exfiltré. Mais le peuple va pratiquement recouvrer sa liberté. Il va y avoir mise en place, acceptation à d'autres partis politiques. Ouais. Il va y avoir des concertations qui feront qu'on commence à prendre en compte ce que le peuple dit. Mais malheureusement, cela ne va pas durer longtemps. Très bien. Parce que nous avons affaire à des malins, à des rusés, qui essayent pendant un temps de pouvoir démontrer qu'ils se sont ralliés à la cause du peuple. Ouais. Mais en fin de compte, ils arrivent toujours à se reconstituer pour aller beaucoup plus loin et brimer davantage. Très bien. Voilà ce qui arrive. Alors, il faut que je vous pose 2 ou 3 questions sur l'actualité, en démarrant dans l'esprit de votre ouvrage. On doit retenir que dans cet ouvrage, vous parlez justement du système imposé par le président Mobutu. Est-ce que vous pensez que face à la situation que traverse l'Afrique francophone, face à la situation que traverse aussi la RDC, votre livre peut-il servir de matière de veille des consciences pour la jeunesse? Oui, si seulement si on s'inscrit aussi dans la voie de pouvoir éduquer cette jeunesse-là. Ouais. Parce qu'elle constitue un potentiel énorme, mais qui n'est pas exploité. Pourquoi on se retrouve avec des jeunes qui sont violents dans différentes parties du pays? Parce que ces jeunes-là ne sont pas employés, ne sont pas encadrés. Mais si on n'étudie pas seulement pour travailler dans les institutions, mais je crois que l'école devrait aussi former des jeunes pour que ceux-ci soient à même de créer leurs propres emplois. Je donne un exemple. Dernièrement, on a vu le président de la République visiter, il y avait l'organisation d'une foire scientifique où il y a eu des jeunes gens il y a une dame qui a fabriqué une voiture. J'ai vu aussi un jeune homme qui a fabriqué une voiture. Les génies scientifiques, récemment. Toutes ces personnes-là ont besoin de moyens, de ressources pour pouvoir fabriquer à grande échelle les différents modèles. Mais où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent? Parce que le système bancaire ne prête de l'argent qu'à ceux qui ont de l'argent. Ouais. Alors, si, par exemple, je crois qu'au niveau du gouvernement, il y a un ministère qui a dans ses attributions l'entrepreneuriat, donc il faudrait que ce ministère-là puisse réellement travailler pour appuyer ces jeunes gens-là à mettre en œuvre comment dirais-je, leurs idées, leur génie, pour qu'ils puissent contribuer à faire en sorte que le pays commence à produire et à exporter. Mais le malheur, c'est que ces jeunes-là, parfois, ont des difficultés à pouvoir accéder aux responsables, parce qu'autour du responsable, il y a une ceinture. Très bien. Une ceinture qui va vous demander quelle est ma part. Alors, tu vas demander ma part, c'est-à-dire, mais vous pensez que pour que vous voyez le responsable, c'est gratuit? Ou on va même vous demander comment je peux être intégré aussi dans le système de production, etc., alors qu'on n'a rien amené. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là. Je crois qu'il est grand temps que l'on comprenne que nous avons une jeunesse qui peut facilement contribuer au développement de ce pays, mais il faut qu'on lui laisse exprimer ses potentialités, qu'on l'encadre, qu'on l'accompagne, qu'on mette à sa disposition les ressources, qu'on mette de côté cet esprit de rétrocommission, parce que ça tue pratiquement le développement de ce pays. Très bien. Dans cet ouvrage, je retiens que Maître de la vie et de la mort, vous analysez le comportement des dirigeants, du régime et de la population. Vous estimez que chaque acteur impliqué a une part de responsabilité. Mais je vous pose une question directe et je voudrais que vous puissiez vous adresser aux dirigeants en passant par cet ouvrage, en passant en revue la situation que traverse la jeunesse congolaise. Est-ce que vous avez un message aux dirigeants congolais? Oui, je pense que je l'ai dit tout au début de cette émission. Les différents responsables des institutions sont là pour servir le peuple et non se servir.
servir le peuple veut dire considérer les besoins prioritaires de ce peuple-là, essayer de le traduire ça en acte pour que ce peuple-là puisse bénéficier des avantages de ça. Et que ça ne soit pas seulement, on ne vient pas seulement au pouvoir pour pouvoir s'engraisser, s'enrichir, pour créer un réseau de prédateurs qui profitent de l'impunité, qui ne peuvent pas rendre compte au peuple, qui pensent que le peuple leur doit tout, alors que c'est eux qui doivent au peuple, et qu'ils ne peuvent pas continuer à entretenir l'impunité, entretenir la corruption, entretenir la délation, entretenir la concussion, etc. Et que tout le monde est égal devant la loi. Très bien. Ça va être ça votre message avant de clôturer cette émission. Nous sommes suivis sur Facebook, YouTube, sur TNT BlueSat. Monsieur Alphonse Kalonji, Chikalantumba, et si messieurs, une dame voudrait se procurer votre ouvrage, comment fait-il ou comment fait-elle? Bon, la personne pourrait me contacter. Moi, je pourrais passer mon numéro. Très bien. Vous pouvez passer votre numéro. C'est le 082 363 56 97. Et c'est mon WhatsApp, ou me contacter par le Gmail. C'est ktshikala@gmail. Et par cette voie-là, la personne qui désire avoir le livre pourrait tenir une copie, un exemplaire. Nous avons eu une très bonne émission avec M. Alphonse Kalonji Chikalantumba autour de son ouvrage Maître de la vie et de la mort. Ai-je le droit de vous accorder une dernière parole avant de clôturer? Oui, je crois que je tire ça de ça. C'est un message fort qui est adressé à tous les dirigeants des républiques bananières. Très bien. Dont les bien-être de leurs concitoyens demeurent le cadet de leurs préoccupations. En effet, après moult promesses, une fois élu investi du pouvoir, maître de la vie et de la mort, qui avait nourri le peuple de boulimie de l'avènement d'un état de droit, a sombré dans une dictature la plus abjecte. Pour lui et tous ses courtisans qui sont recrutés dans un cercle familial, amico-tribal, seul compte l'accumulation des richesses, le pouvoir pour le pouvoir, à travers un système de prédation, de détournement de deniers publics, d'aliénation du patrimoine de l'État, de concussion et de corruption généralisée, sous-tendue par l'impunité à l'égard des intouchables. Mais devant ces souffrances-là, devant la perte de sa dignité, la population peut adopter une autre attitude. Et je crois que ce n'est pas ça que je voudrais pouvoir conseiller. Mais maître de la vie et de la mort a fini par être chassé du pouvoir, et lui et ses despotes. Voilà. Merci beaucoup, M. Alphonse Kalonji. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis sur TNT BlueSat, Facebook, YouTube. Merci de votre fidélité. Et continuez, n'est-ce pas, à nous faire les retours. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Si vous êtes sur YouTube et Facebook, et c'est la fin de votre émission en Ringidou. Et je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles.
Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.